Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Bieber left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 441 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. Je vais commencer par lui parce qu'il est en face de moi physiquement. C'est la première fois qu'on peut se cracher nos postillons au visage depuis longtemps. Lucas Vola, bonjour. Salut Alain, il faut pas le dire, on fait sans le masque. Hein. C'est vrai. On respecte pas les distances, mais on fait ça sans masque. Sans masque, face à face. Ouais. On vit bien. On vit dangereusement. Je ne l'avais pas remarqué. Lui est très safe, il est chez lui. C'est Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut à tous les deux, salut à tous. Oui, je suis parisien pour une journée, on peut le dire. J'ai squatté sur Paris pour une journée. Ça fait bizarre de retrouver la ville. Donc, Raphaël, Lucas, très heureux d'être avec vous. Cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi les maillots NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe et on est content de les accueillir parmi nos partenaires. Ils seront là sur toutes les émissions du mardi maintenant jusqu'à la fin de la saison. Cette semaine, on va parler évidemment des Cowboys dans la course au titre, des Ravens surpuissants, des Jaguars enfin vainqueurs, de la défaite des Bills aussi qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Je vais y arriver. C'est le débrief de la semaine 6. Je suis un peu plus lent sur le jingle, excusez-moi tout le monde. C'est parce que c'est pas le même matos. Premier jingle. Hi, this is Darren Waller from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Les affiches de la semaine, je disais que c'est du matos différent. Raphaël nous sert aussi de contrôleur son parce que moi j'ai du mal à apprécier mon retour. Hein. Donc c'est Raphaël qui dit si on s'entend bien. Pour le moment, ça va, les gars, ça va. Bon, pour le moment, ça va, tout va bien alors. Patriots 29, Cowboys 35, ça n'a pas été facile, mais les Cowboys sont sur une série de 5 victoires, largement en tête de leur division. Et même si ça a été difficile, ça me fait vraiment bizarre d'avoir quelqu'un qui me regarde dans les yeux en face de moi. Est-ce qu'on peut dire que Dallas s'affirme comme une des meilleures attaques de la NFL et une des meilleures équipes de la NFL? Je suis tenté de regarder vers l'écran où il y a Raphaël parce que ça me met mal à l'aise d'avoir Lucas. Allez, vas-y Raphaël, commence. Je n'ai absolument plus l'habitude du contact humain pendant une émission. Vas-y, non mais Lucas, commence. Je vais commencer. Alors la question c'était de savoir si Dallas s'impose comme une des meilleures attaques de la NFL. Oui, je pense. Alors on n'avait pas forcément besoin de cette rencontre pour le réaliser. Oui. Mais c'est vrai que voilà, peu importe quand ils jouent, ils vont marquer des points. Et puis surtout, ça a donné un match plaisant à voir. Et puis c'est vrai que Dallas s'impose vraiment en plus de cette attaque, même si la défense elle prend beaucoup de points face aux Patriots, mais elle s'impose comme vraiment une équipe complète qui va être capable de battre n'importe qui. Alors, ce n'était que les Patriots, mais ils vont être capables de battre n'importe qui. Il va falloir les surveiller vraiment toute la saison. Raphaël, ça confirme donc ce qu'on pensait de l'attaque de Dallas. Est-ce que ça confirme qu'on devrait aussi avoir plus de respect pour Dak Prescott? Parce qu'il a 445 yards à la passe, 25 first down à la passe, 5 sur 5 sur la dernière série de la prolongation. C'est un des meilleurs quarterbacks de la NFL au moment où on se parle quand même. Au moment où on se parle, c'est totalement un des meilleurs quarterbacks de la NFL. Il me semble même encore plus fort que sur son début de saison l'an dernier où il partait bien, puis il y a eu cette blessure. Il me semble encore plus précis, meilleur dans ses lectures. Et je pense quand tu dis est-ce qu'on le sous-estime pas, j'ai l'impression qu'une partie du coaching en NFL aussi le sous-estime parce que c'est, je crois, ESPN qui a sorti cette stat ou je ne sais plus quel média américain, mais Dak Prescott est blitzé sur 36% de ses snaps. C'est le quarterback le plus blitzé de la ligue. Or, quand tu regardes le tableau général, les quarterbacks les plus hype, on va dire, les Mahomes, etc., sont parmi les quarterbacks les moins blitzés parce que les équipes adverses ont peur d'eux, ne veulent pas mettre trop de joueurs sur eux. Et du coup, tu as l'impression que peut-être une partie du coaching, même NFL, se dit Dak Prescott, c'est un bon quarterback, mais peut-être pas encore un des tout meilleurs, donc je vais le blitzer, je vais lui mettre la pression. Sauf que là, hier, quand les Patriots sont fessés, il les a globalement disséqués. En plus, il a un tas d'armes, et ça, on pourra aussi en reparler. Mais je veux dire, il y a quand même des skill players dans tous les sens, sur toutes les lignes dans cette équipe. Donc, oui, je dirais qu'il est sous-coté. Il est dans le meilleur football de sa carrière.
Et il a l'air de vraiment bien s'entendre avec son coordinateur offensif, Kellen Moore. Ils ont l'air d'être sur la même longueur d'onde. Donc, pour le moment, c'est tout positif. Lucas, Dak Prescott élite, cible élite, parce que Amari Cooper, CeeDee Lamb, Wilson hier qui fait, enfin pas hier, mais dimanche qui fait un catch incroyable. Après, juste pour mettre un petit bémol, peut-être qu'il est aussi plus blitzé parce que les entraîneurs adverses se disent que uniquement sans blitz face à cette ligne offensive, ça va être très difficile de mettre de la pression sur Dak Prescott. Tu parlais de Mahomes par exemple. Indépendamment des quarterbacks, je pense que la ligne offensive des Chiefs est un peu plus poreuse et donc pas forcément besoin de blitzer pour mettre la pression, même si je reste assez d'accord avec toi. Je pense qu'il est un peu sous-estimé, mais c'est vrai qu'au-delà de tout ça, notamment cette attaque, les cibles sont élites, la ligne offensive, je viens de le dire, elle est élite, le duo de running back est incroyable, y a tout qui est fait, et même ce coordinateur offensif, moi, alors je ne sais pas si on va en parler, mais moi la seule chose qui me fait peur, c'est l'entraîneur. C'est peut-être toujours la même rengaine, les gens en ont peut-être marre, mais encore une fois, alors il gagne ce match, mais il fait des choses dans ce match qui me fait peur. Voilà, il me fait peur et arriver à des moments où ça va être chaud et on va avoir besoin d'un entraîneur avec la tête froide, avec des décisions très importantes. J'ai peur que ça leur coûte un match et en playoff, un match, c'est une élimination tout simplement. Je sens que Raphaël est d'accord. Je vois des hochements de tête. Oui. Là, encore une fois, sur ce match, on a eu un peu du mal à comprendre cette gestion du chrono, ce choix, notamment. Il y a une quatrième qui ne tente pas alors qu'ils sont derrière au score, qui ne reste pas tant de temps que ça. Alors, il s'en sort bien parce que derrière, Trevon Diggs sort une interception pour un touchdown qui permet de refaire passer Dallas devant. Mais potentiellement, sans cette interception menée avec le field goal raté, les Patriots auraient peut-être eu l'opportunité de creuser un peu plus l'écart. Et surtout, on était encore une fois mené de mémoire, c'était autour de 5-6 minutes de la fin. Bon, moins que ça. Je pense qu'il restait que 2 minutes 40. Oui, tu as raison. Il reste 2 minutes. Je suis totalement d'accord avec toi. Une 4-3 à milieu de terrain, on le dit, quand tu as peut-être une des 3 meilleures attaques de la Ligue depuis le début de saison, 3-5, moi je suis prêt à m'enflammer en disant que c'est une des 3 meilleures attaques de la Ligue, vu l'équilibre, vu les skill players. Bon, j'ai envie de dire, si tu la joues pas à ce moment-là, heureusement qu'il y a Trevon Diggs derrière. Donc, je rejoins, Mike McCarthy me fait peur. Et j'ai envie de dire qu'il a encore 12 matchs pour se roder un peu plus, quoi. Alors, on est tous d'accord sur le fait que l'attaque est excellente, que c'est une des meilleures de la ligue, que Dak Prescott est sous-côté et que McCarthy pourrait éventuellement être un problème. Est-ce que sur la défense, on a appris des choses sur ce match ou alors on est sur la même défense que depuis le début de l'année avec un Trevon Diggs qui est un peu en baromètre, c'est-à-dire des très très belles choses et puis prendre un touchdown de 75 yards sur le museau, mais aussi sauver avec une interception. Enfin voilà, il y a tout et son contraire presque dans cette défense. Oui, je pense que. Enfin, on n'a rien appris en tout cas. Je suis d'accord avec toi. On le sait, cette défense, on parlait d'une des meilleures attaques de la Ligue. Cette défense, c'est clairement pas l'une des meilleures défenses de la Ligue. Maintenant, elle arrive à faire des coups d'éclat, comme tu le disais. Elle arrive à Trevon Diggs. Bon, comme tu le disais, c'est un peu le symbole, mais il y a Dexter Lawrence aussi, je crois, qui fait un sac. Enfin, en tout cas, il y a un sac avec un fumble récupéré. Voilà, la défense arrive à créer des pertes de balles, ce qui, du coup, nivelle un petit peu le côté manque un peu de niveau justement sur cette défense et qui permet après à laisser l'attaque de gagner les matchs. Donc on n'a pas appris grand chose, mais pour l'instant ça fonctionne. Alors pour les Patriots, on a une défense qui s'est plutôt pas mal débrouillée contre la course par moment, et on a évidemment un Mac Jones qui continue de progresser. Il y a une belle série de 75 yards quand même où il cible celui qui l'a intercepté juste avant, donc il y a quand même du mental en plus chez ce garçon. Il est solide. Est-ce que c'est vraiment le seul enjeu maintenant de cette saison pour les Patriots, c'est la progression de Mac Jones, Raphaël? Oui, de Mac Jones, mais même un peu de toute l'équipe, j'ai envie de dire. Enfin, il y a des jeunes skill players aussi en attaque qu'il faut faire progresser. C'est vraiment une question d'alchimie offensive, notamment parce qu'on voit qu'en défense, même si tout n'est pas bon, il y a quand même il y a du rodage à certains niveaux. Mais je te rejoins, Mac Jones. Après, le problème, c'est que, et là, je vais mettre les pieds dans le plat, je ne sais pas si c'est le coaching staff pour ne pas, comment dire. Alors, le côté vétéran de Bill Belichick, McDaniels font peut-être que ça va le protéger d'être cramé trop vite et mis trop vite sous le bus, on va dire. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que je les trouve conservateurs avec Mac Jones? Enfin, je trouve qu'il lui confie peu de responsabilités, que ce soit dans le play call ou même, encore une fois, en prolongation. Ils ont une 4e et 3 à jouer milieu de terrain.
tu es sur une saison où tu ne joues rien, ton seul intérêt, c'est de voir la progression de ton rookie, fais-lui jouer cette 4e tentative et tente quelque chose d'aller gagner, parce que derrière, tu rends le ballon à Dak Prescott. Enfin, je sais pas, je les trouve assez timorés avec Mac Jones quand même. Je sens qu'on va avoir un thème 4e tentative dans cette émission, ça va être incroyable. Je vois un petit rictus aussi chez Lucas. Tu veux défendre les coachs ou pas? Non, justement, je suis assez d'accord et on ne s'est pas concerté et je suis totalement d'accord avec Raph. C'est pour ça que j'ai pointé sur ma feuille parce que je me suis noté et j'ai écrit exactement, est-ce que Bill Belichick n'est pas en train de prendre un coup de vieux? Okay. Quand on voit tous les autres jeunes, et on va en parler, tous les jeunes coachs qui tentent beaucoup de tentatives, alors il y a le symbole Brandon Staley, mais il y en a beaucoup d'autres, et ça réussit pas, mais les jeunes coachs qui tentent des 4e tentatives, Bill Belichick, il en tente très peu, c'est très conservateur, voilà, c'est peut-être même vieux jeu, ça a fonctionné pendant très longtemps. Est-ce que la NFL, elle n'est pas un petit peu en train de se tourner vers autre chose? Et Alain, tu viens de le dire, on va certainement en parler dans toute l'émission. Et lui, il le fait pas. Est-ce qu'il prend pas un petit coup de vue? Alors après, ça reste un des très bons coachs, un des meilleurs coachs de NFL, mais c'est vrai que c'est conservateur. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est dommage. On va reparler 4e tentative, mais pas tout de suite, parce qu'on va sur le Ravens Chargers 34-6. Pour Baltimore, c'était l'affiche de la semaine. Finalement, ça a été un découpage en règle. Les Ravens ont couru pour 187 yards avec Devonta Freeman, Latavius Murray, Le'Veon Bell, qui était quand même une belle affiche il y a 5 ans, 6 ans. Mais le fait du match, donc, c'est cette performance défensive quand même. Il limite les Chargers à 6 points, 208 yards seulement pour Los Angeles, j'allais dire San Diego, évidemment. Est-ce que c'est juste un jour sans pour Los Angeles ou est-ce que c'est une grande performance défensive de Baltimore? Mes fameuses questions, vous pouvez dire un peu des deux à chaque fois. Toujours un peu des deux. Je pense qu'il faut quand même effectivement rendre d'abord hommage à la défense de Baltimore, qui en ce début de saison est en difficulté, et notamment contre la passe. Là, ils sortent vraiment une vraie grosse prestation. C'est hyper rassurant pour Baltimore parce que dans un match où Lamar Jackson est moyen sur les 3 derniers cartons, sur les 3 derniers cartons, il est à 12 sur 19, 111 yards, un touchdown, 2 interceptions, même s'il y en a une qui n'est pas pour sa pomme. Mais voilà, il ne porte pas l'équipe comme il l'a fait depuis le début de saison. Et là, c'est la défense qui a pris la relève, notamment la défense contre la passe. Donc moi, je trouve ça hyper rassurant pour la suite. Et effectivement, ils ont quand même bien stoppé cette attaque aérienne des Chargers, notamment en étant assez clutch sur les 3e tentatives. Les Chargers, jusque-là, réussissaient 50% de leur 3e tentative. Là, ils sont à 25%. Donc quand même, tu as une grosse capacité à éteindre cette attaque. Donc moi j'aurais envie quand même plus de tendance à saluer la performance défensive que m'inquiéter pour Los Angeles, plus particulièrement en attaque en tout cas. Je pense que Lucas, c'est le moment où on peut se féliciter. On avait dit dans l'émission de jeudi que c'était une défense avec des vétérans, qui allaient pouvoir élever le niveau de jeu sur les matchs de play-off. Bon, là, c'était pas un match de play-off, mais c'était une belle affiche, donc ils l'ont fait. J'ai pas osé, je suis ravi que ce soit toi qui le dise. Non, il faut des fois. Personne d'autre le fera. Je comprends. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on l'avait dit, que cette défense, elle avait une marge de progression et que les éléments étaient là pour que ça progresse. En l'occurrence, ils l'ont prouvé dès la semaine suivante, dès les jours suivants. Alors oui, il faut une très belle performance, ils mettent beaucoup de pression. Le backfield défensif des Ravens, alors on le disait, ils ont beaucoup de mal avec la passe, et c'était surtout un problème de pression sur le quarterback, je trouvais. Et en l'occurrence, dimanche, ils ont mis beaucoup de pression sur Herbert. La ligne offensive des Chargers, qui faisait un bon début de saison, fait un match un peu plus moyen. Et du coup, ça donne une très belle performance défensive. Après, en effet, Lamar Jackson ne fait pas un grand match, mais la défense prend le relais. Le jeu au sol aussi, puisqu'il y a quand même pas mal de jeux au sol du côté des Ravens. Et puis enfin, tu disais, on ne va pas forcément parler de 4e tentative. Je ne suis pas trop d'accord. Oui, j'avais oublié qu'il y en avait une. Il y en a plusieurs même. Et il y en a plusieurs. Et Brandon Staley décide de les tenter. Et c'est toujours le revers de la médaille. Il a été salué, félicité pour le nombre de 4e tentatives qu'il a tenté et réussi. Cette fois-ci, ça réussit pas, ça les met en difficulté. Ils ont un terrain court derrière pour défendre. C'est le revers de la médaille. On peut pas. Voilà, il faut rester mesuré à chaque fois, mais c'est sa philosophie. Alors, tu me permets d'aller vers l'expert en 4e tentative de cette émission. 4e et 1 yard sur leur propre 19 yards. Ils étaient menés 24-6 à ce moment-là dans le 3e quart, Raphaël. Donc, bon, si tu rates, c'est ton arrêt de mort, parce que 24-6 derrière, tu les mets en... Alors, il marque un field goal, d'ailleurs, derrière. Il marque même pas un touchdown. Mais bon, c'est plus ou moins ton arrêt de mort quand même. Tu l'aurais tenté? Oui, dans cette position. Autant il y en avait une un peu plus tôt dans le premier quart-temps ou le 2e quart-temps, je ne sais plus, à 14-0, qui ne me semblait pas forcément pertinente et qu'ils ont raté. Autant là, le choix me semble logique vu le retard, plutôt que de redonner tout de suite le ballon aux Ravens, tenter une fois de plus de les surprendre. 4-1, c'était pas énorme cette saison. Voilà, ils avaient réussi jusque-là. Je trouve ça normal que Staley continue dans sa philosophie, et c'est pas parce que sur un match ça rate que tout d'un coup il change d'idée, il change de cap, il se dit non, je deviens peureux là-dessus. Donc
voilà, le choix est fait, ça passe pas. Moi, je ne pense pas que ce soit tellement dramatique. Et en plus, si on veut aller plus loin dans les statistiques même ont tendance à dire qu'il fallait la tenter, que ça avait plus de chances que ça avait plus de sens de la tenter. Bon, chacun est pour ou contre. Et après, juste là-dessus, moi, je pense qu'il faut aussi, à chaque fois, faire la différence entre le choix d'y aller et le jeu appelé. Enfin, on peut aussi des fois en parler. Quand sur 2 des 4e tentatives, par exemple, et là, notamment sur celle-là, ils font le choix de faire une passe vers un receveur rookie, je crois que c'est Palmer, qui est couvert par Marlon Humphrey. Est-ce que vraiment c'est le bon jeu que de lancer une passe vers un rookie défendu par le meilleur cornerback adverse? Voilà, on peut aussi questionner après les choix. Tu as le choix d'y aller et tu as le choix du jeu appelé. Je pense qu'il faut aussi savoir faire la part. Bon, en tout cas, en effet, Brandon Staley, sa philosophie, on l'a compris, ce sera quasiment tout. Il emploie encore un punter, officiellement, je tiens à le préciser pour ceux qui seraient. Mais c'est un job plus tranquille, punter des Chargers. Les Chargers ont une série de matchs assez prenables pour se relancer. Patriots, Eagles, Vikings, Steelers, Broncos, Bengals, Giants. Oui, prenable. Juste quand même sur les Chargers, à surveiller leur défense contre la course est un peu inquiétante sur ce match et même globalement depuis le début de la saison. À surveiller. Le regard de Lucas disait plus qu'inquiétant. Ah oui, je crois qu'ils étaient alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils étaient à 157 yards par match à la course avant cette rencontre. Je ne sais pas combien ils en prennent, mais ils en prennent 187. Voilà, j'allais dire beaucoup plus. Donc ça ne va pas s'améliorer. Et en effet, c'est très. Alors après, on est sur une des meilleures équipes face à eux sur la course, mais ça reste très inquiétant. Et puis c'est ciblé. En plus maintenant, les équipes adverses le ciblent, donc c'est dangereux. Les Jaguars 23, Dolphins 20, field goal de 54 yards pour égaliser, bim, field goal de 53 yards pour gagner à la dernière seconde, pas en prolongation pour gagner, rebim. Première victoire des Jaguars cette saison, donc première victoire pour Trevor Lawrence, première victoire pour Urban Meyer, même si je sens quand même qu'on a peut-être un peu plus de choses à dire sur Miami, mais on va commencer par Jacksonville pour en parler. Trevor Lawrence qui progresse en attaque, surtout James Robinson qui a été mieux utilisé au sol. Les receveurs aussi qui commencent à être un peu plus à l'aise, la Laviska Shenault notamment qu'on a pas mal vu. C'est un effectif de fond de tableau, mais ça peut être prometteur si on se dit qu'il renforce petit à petit autour de Trevor Lawrence qui lui monte en puissance, Lucas. Et puis ça progresse, on le disait jeudi. Voilà, chaque match des Jaguars, alors ils partent de loin. Ils partent de loin en termes de talent, ils partent de loin en termes d'adaptation. On pensait que Lawrence et Mayer seraient un peu mieux, ils ont commencé très bas, mais ils remontent petit à petit. Lawrence, j'ai l'impression qu'il fait chaque semaine c'est des meilleurs matchs. Une semaine c'était un drive et ensuite un quart-temps. Là j'ai l'impression que son match est quand même globalement bon. Donc ça progresse, ils gagnent un match. Alors oui, ils vont pas en gagner 10, ils en gagneront peut-être même pas 5, mais il y a du mieux et il y a des motifs d'espoir à l'inverse de l'autre équipe floridienne. Donc oui, pour Jacksonville, c'est pas mal. Raphaël, motif d'espoir pour Jacksonville, monter en puissance à partir de rien, c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Oui, non, mais forcément, comme l'a dit Lucas, ils sortent globalement, collectivement, leur meilleur match, et notamment Trevor Lawrence. Donc, de toute manière, une bonne victoire, et vu le contexte qu'il y avait eu autour de Meyer il y a 2 semaines, vu les défaites qui s'accumulaient, de mémoire, ils en étaient à 20 défaites de suite sur les 2 saisons à enchaîner. Bon, il y a un moment, quoi qu'il arrive, une victoire, il faut la prendre, et ça fait du bien au moral, et je pense que donc, rien que l'effet positif de ça vaut plus que n'importe quelle performance individuelle des joueurs sur ce match, je dirais. Après, oui, ils partent de loin, il faut construire. Maintenant, c'est les choix de draft, quoi. Oui, il y a quand même, en effet, pas énormément de qualité. Et là, ça passe parce que les Dolphins sont quand même un peu en galère. Et justement, donc Miami sous pas la grimace. Est-ce que Brian Flores commence à être en danger, Raphaël? Il peut commencer à l'être si on estime que son rôle, c'est aussi un moment de trouver des solutions. Et clairement, là, depuis le début de saison, il a l'air d'être totalement perdu. Pour rappeler quand même, si on parle des Dolphins, qu'on est déçu comme ça, c'est une équipe qui était l'an dernier avec un bilan de 10 victoires pour 6 défaites, qui progressait depuis l'arrivée de Brian Flores. Et là, tout d'un coup, cette saison, tout a l'air d'être renversé de l'autre côté. Tua Tagovailoa ne donne pas le sentiment de beaucoup progresser. La défense a disparu, à l'image de ces 2 cornerbacks stars qui, certes, n'ont pas joué ce match, mais qui faisaient un très mauvais début de saison. Et puis, il y a des échecs pour le moment. Les rookies n'ont pas d'impact. Je pense à leur lineman offensif, Jackson, qui avait été drafté pour être tackle gauche, qui là a été replacé en garde tellement il ne s'en sort pas. Jalen Waddle, le receveur star, est utilisé que dans le slot, alors que le mec doit faire 2,15 m et est une armoire à glace. Bon, bref, c'est compliqué.
Moi, je vais aller encore plus loin que toi. Pour moi, il est en danger et il est vraiment très en danger parce que je ne sais pas si c'est pas la pire équipe de la Ligue actuellement. Elle est pas loin. En tout cas, c'est pour moi la plus décevante depuis parce Ah oui, que ça, ouais. Raph l'a dit, l'année dernière, ils sont à un match des playoffs. S'ils gagnent face aux Bills à la fin de la saison régulière, ils sont en playoffs. Ils prennent une rousse totale et depuis, ils ont disparu. Et Flores, pour moi, est un des vrais responsables de ce fiasco. Là encore sur ce match, il fait 2 challenges qui sont catastrophiques. Même sur la première action, et en plus, normalement, il y a des gens qui regardent les replays. Enfin, je ne sais pas comment il peut faire ces challenges-là. Il prend un temps mort à 5 secondes de la fin. Euh, qui est incompréhensible pour moi. Pour moi, oui, il est vraiment en danger. Et puis en plus, il avait normalement cet esprit défensif et c'est comme ça qu'il a fait monter son équipe depuis quelques années. Là, la défense a disparu. Donc pour moi, je vois pas comment ça pourrait aller mieux. Et on parlait de Tagovailoa, il fait pas un mauvais match. Mais ils perdent contre Jacksonville. Enfin, pour moi, il est vraiment beaucoup en danger. Pour Flores, il y a aussi la défense très soft sur justement la dernière action qui permet à Jacksonville d'être en position de field goal, qui est assez inexplicable aussi. Parce que c'est un petit miracle quand même. On n'est pas revenu sur j'ai dit les field goals de la fin, mais l'action qui leur permet d'avoir le field goal de la fin, c'est quand même le petit miracle avec le temps mort appelé à la dernière seconde, la couverture qui leur permet de réussir ça. Ça a été assez étrange. Moi, je suis assez d'accord sur le danger pour Flores. C'est que quand un coach est mis en défaut sur ce qui est censé être sa spécialité, c'est quand même toujours inquiétant pour moi. Et là, c'est censé être un coach défensif. On cherche toujours, ça me rappelle les Gus Bradley ou les Dad Quinn quand ils étaient head coach et qu'on cherchait toujours leur défense. Et ce qui est inquiétant pour moi, c'est qu'il avait une défense très très faible il y a 2 ans. L'année dernière, elle est devenue bonne. On se disait, ça y est, ça prend. Et cette année, elle est à nouveau très très faible. Donc, est-ce que c'était l'année dernière l'anomalie finalement parce qu'il y avait tous ces anciens du système Patriots, les Van Noy, les machins, et que ça marchait très bien. C'est assez compliqué en effet. Tagovailoa, Raphaël, je ne sais pas si tu veux rajouter une chose. J'ai l'impression qu'on a déjà un peu tout dit sur lui. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un mauvais match, mais il ne fait pas un bon match non plus, quoi. Non, c'est sûr. Le pauvre souffre de la comparaison avec tous les quarterbacks draftés, et c'est pas le seul. Je pense qu'on en mentionnera un autre un peu après, mais avec les quarterbacks draftés la même année que lui, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en dehors des play action où il est bon sur play action et en RPO, le reste, c'est. Ouais, t'as pas l'impression que le playbook est compris. Alors après, est-ce que le playbook est peut-être mauvais, hein, Oui. je suis pas convaincu par tout ce que font les coachs de Miami, mais ouais, c'est. Et puis après, il y a des décisions quand même très particulières. Le moment où il lance une passe de 5 yards pour personne alors qu'il a 1 yard du first down à la course, l'interception complètement catastrophique. Enfin, dès qu'il y a de la pression, ça se complique aussi pour Tagovailoa. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est audition pour Tagovailoa et Flores sur les semaines à venir pour leur fin de saison. Ça se résume à ça. Ils sont à 1 victoire, 5 défaites. Donc maintenant, les playoffs, a priori, c'est bye-bye. Broncos 24, Raiders 34. Moins d'une semaine après la démission de John Gruden, les Raiders réagissent avec une victoire. Grosse action à la passe pour Derek Carr. 4 passes de plus de 20 yards. La défense qui gratte 5 sacs et 10 pressions. On a retrouvé le Las Vegas des premiers matchs. Est-ce que vous avez vu une différence de style avec ce que faisait John Gruden? Voilà, est-ce qu'ils sont totalement dans la continuité? Non, j'ai pas vraiment vu de différence de style. Et d'ailleurs, l'entraîneur, dont je vais pas me risquer à prononcer le nom pour l'instant, avait décidé, en tout cas, avait annoncé qu'il aimerait rester dans le même carcan, en tout cas dans les mêmes, la même idée, la même ligne directrice pour l'instant, avec peu de temps pour changer. Et manifestement, ça a bien fonctionné. Alors après, Carr fait un super début de saison. Il est toujours lui aussi dans cette lignée. La défense est revenu un petit peu au niveau du début de saison. Tout a bien fonctionné dans ce match. Est-ce que c'est pas un acte fondateur aussi? On se regroupe autour de nous avec ce qui se passe. Voilà, sans rentrer dans le débat de s'il fallait qu'il démissionne ou pas, ça c'est même pas notre problème. Mais en tout cas, si on parle sur le terrain, forcément, ça marque un groupe, quoi qu'il arrive. Est-ce que voilà, ils n'ont pas décidé de se regrouper entre eux? Ça peut être un acte fondateur. Ce n'était que les Broncos en face, mais en tout cas, c'est peut-être le meilleur match de la saison des Raiders. Oui, j'allais dire, quand ils jouent comme ça, ils sont dans la course au playoff, en tout cas, Raphaël. Oui, ils sont clairement dans la course au playoff parce que tu as des groupes assez solides. Moi, j'ai eu le sentiment, après, c'est qu'un match, et je pense que c'est une tendance qui demandera à être confirmée ou pas. J'ai eu l'impression que le nouveau play caller, parce qu'on sait que Gruden dessinait beaucoup l'attaque et les jeux appelés, j'ai eu l'impression que c'était un peu plus agressif pour Carr, qu'ils ont demandé à Carr de faire un peu plus de choses. Ça leur a réussi. Alors après, est-ce que c'était là parce qu'ils ont senti qu'il fallait attaquer les Broncos en profondeur parce qu'Henry Ruggs gagnait tous ses duels ou pas? On verra. Mais bon, en tout cas, c'est quand même un bon signe pour eux d'être mobilisés comme ça et de ne pas tomber tout de suite après
une affaire un peu sombre, etc. Donc, ils seront en course pour le playoff. Et après, vous avez dit, il y a de la qualité. Par contre, en défense, ils vivent quand même avec le pass rush. Quand le pass rush n'est pas là, tu sens que le backfield est en grande difficulté. Donc, bon, à surveiller. Et puis en attaque, ils vivent avec la passe. Ils en font beaucoup sur Derek Carr parce que le jeu au sol est quand même moins performant que ces dernières années. En face, il y avait donc une équipe qui a du mal à suivre quand le rythme s'accélère. Le rythme s'est accéléré. Est-ce que vraiment c'est le symbole de ça? Teddy Bridgewater, ça accélère, il y a 3 interceptions. Il n'a pas le niveau pour suivre ce genre de match-là, quoi. Oui, c'est ça. Et puis surtout, ça tenait, voilà, ils ont commencé à 3-0, ça tenait sur un fil avec une bonne défense et une attaque qui ne faisait pas d'erreur. À partir du moment où Bridgewater commence à faire des erreurs, c'est terminé. Et en effet, ces erreurs sont provoquées, notamment parce que il faut forcer un petit peu, notamment parce que cette ligne offensive, avec les blessures, avec les changements qu'il y a eu, c'est un peu moins. Le pass rush en face lui a mis beaucoup de pression. Il n'a pas réussi à suivre, comme tu le disais. Et à partir du moment où il lance des interceptions, c'est terminé. Ils ont pas la capacité, ils n'ont pas le talent. Et en plus, ils ont beaucoup de blessés pour suivre ou pour compenser des erreurs comme pourraient le faire les Chiefs, par exemple. Raphaël, pareil, pour Denver, je sais que tu croyais déjà pas beaucoup à la base. Je suppose que tu n'es pas plus enthousiaste maintenant. Non. Je pense qu'il y a pas mal de problèmes. À mon avis, Denver s'est un peu planté en ne choisissant pas de quarterback à cette draft et en misant sur un vétéran. Ça a l'air d'être un type très bien, hein, Teddy Bridgewater, et c'est un quarterback correct, il y a zéro souci, mais tu sens qu'il ne peut pas faire passer un palier à cette équipe, et ce qui manque notamment, c'est une attaque plus dynamique. Donc, bon, pas très surpris. Et même la défense, pour le coup, a été décevante, hein. Le backfield défensif, notamment des Broncos, dont on attend mieux parce qu'ils sont coachés par Vic Fangio, et c'est une de ses spécialités. Là, c'était pas terrible. Bon, à voir. On passe à Washington, 13, Chiefs 31, les Chiefs qui gagnent, mais que de souffrance. Ils se sont envolés en deuxième mi-temps, ils ont encore perdu 3 ballons. Est-ce que Patrick Mahomes en fait trop, Lucas? Non, on ne peut pas dire qu'il en fait trop. Il y a une interception, elle n'est pas pour lui, encore une fois. Oui, ça rebondit beaucoup. Oui. Voilà, alors peut-être qu'il a un petit peu moins de chance. Alors après, oui, il fait des erreurs un petit peu inhabituelles. La deuxième, par contre, est vraiment. Elle rattrape la première qui n'est pas pour lui. Celle-là, elle est totalement pour lui. On ne sait pas bien ce qu'il fait. Après, est-ce qu'il en fait trop? Non, c'est comme ça qu'il a gagné des matchs, c'est comme ça qu'il a gagné un Super Bowl. Et je ne suis pas forcément inquiet pour lui. Maintenant, il faut faire un petit peu plus attention au ballon. Il y a des fumbles aussi qui ne sont pas forcément de son ressort, mais qui coûtent beaucoup à cette attaque. Je ne dirais pas qu'il en fait trop. Il a réussi comme ça et il réussira encore comme ça, à mon avis. Raphaël, je suis trop dur. Non, je ne sais pas si tu es trop dur, mais après, effectivement, cette attaque de Kansas City, elle est un peu dure à analyser depuis le début de saison parce qu'il y a des erreurs inhabituelles. Il y a un Patrick Mahomes qui a des fois un peu de mal à attaquer face à certains schémas défensifs, notamment les cover 2. Mais malgré tout, quand tu regardes ça, et il y a quelques stats, les Chiefs sont l'équipe qui marque le plus de points par drive, qui gagne le plus de yards par drive. Enfin, tu vois, il y a quand même une attaque qui continue de marquer des points. Donc, je pense que d'ici la semaine 17, leur attaque sera à peu près au niveau de ce qu'elle était l'an dernier. Par contre, le problème, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de progression de l'autre côté du terrain, quoi. Ah il y a seulement 278 yards pour l'attaque de Washington. Ouais, mais on a quand même eu le sentiment que ça passait un peu par des coups de chance à certains moments, quoi. Je n'ai pas été hyper rassuré parce que j'ai vu quand même. Et puis c'est que l'attaque de Washington. Alors certes, c'est un peu mieux que depuis le début de la saison, mais ça reste, c'est pas l'attaque de Dallas ou de Green Bay. C'est ce que j'allais vous demander en vrai. Est-ce que Washington en fait n'est pas maintenant une des pires équipes de la ligue? Oh oui. Enfin pour moi. Ouais. Et puis on parlait tout à l'heure d'équipes décevantes. Ce qui est différent, c'est une des plus grandes déceptions de la, et notamment cette défense, c'est une des plus grandes déceptions de la saison. Je sais plus leur bilan, mais c'est 1-5 ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. Non, ils en ont 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc et puis cette défense est catastrophique. Alors oui, c'était les Chiefs en face, mais quand même. Donc quand je vois Chase Young qui fait un sac et qui dit chute, je sais pas à qui il s'adresse. Mais bon, je pense que alors c'est un joueur incroyable et il a beaucoup de talent et je pense qu'il va faire une grande carrière, mais bon, un petit peu d'humilité. Bon, après, ça reste l'ambiance du match, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le symbole un peu de cette défense qui doit quand même s'améliorer grandement, je pense. Et puis, ils ont 2 quarterbacks limités, donc ils ont des joueurs blessés en plus. C'est vraiment une des grosses déceptions quand même. Ron Rivera avait fait un super truc pour sa première année, et puis finalement, ça se complique pas mal la deuxième. Bon, Washington, qui sera donc compliqué. Donc, juste pour les Chiefs, en un mot, juste pour résumer, rassuré ou pas, toi, Lucas? Alors rassuré, non, comme on a dit la semaine dernière, mais pas, voilà, okay. Je ne crois pas au déclin en tout cas. Et Raphaël, tu as dit d'ici la semaine 17, ils seront à pleine puissance, c'est ça?
Au moins en attaque, je le pense. En Après, la défense, défense, je suis pas bien certain, mais oui, la défense, ça reste problématique. On fait une petite pause et on passe aux autres matchs. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. J'apprends la difficulté de gérer les jingles au trackpad. C'est mon défi du jour. J'aime bien avoir une souris d'habitude. Donc, messieurs, on va parler des autres matchs de la semaine. On va commencer par deux belles affiches. Browns Cardinals d'abord. 14 pour les Browns, 37 pour les Cardinals. Ça devait être une des grosses affiches de la semaine. Finalement, il n'y a pas eu de suspense. Cliff Kingsbury n'était pas là pour les Cardinals à cause d'un contrôle Covid positif. Ça n'a pas vraiment pesé. Performance complète des Cards. 3 ballons volés pour la défense. Toujours des actions décisives pour Kyler Murray, Dan Hopkins, Christian Kirk. Tout roule pour Arizona, Lucas? Oui, tout roule. Et puis, alors autant sur les Ravens, on disait que voilà, on se jetait des fleurs parce que jeudi on avait eu raison. Là, je vais être honnête et dire que je voyais les Browns et jeudi j'avais dit que c'est vrai que t'as donné les Browns. Que je les voyais un peu mettre en difficulté les Cardinals. Pas du tout, pas une seule seconde. Comme tu l'as dit, c'est du début à la fin. En plus sans leur entraîneur. Ce qui est pour moi encore plus impressionnant. Du coup, oui, c'est vraiment voilà, c'était pas le même niveau. Les Cardinals, il faut commencer, en tout cas, il faut continuer à les prendre vraiment au sérieux. C'est l'équipe invaincue de la ligue. Voilà, ça va être vraiment une très belle équipe cette saison, mais à culpa du coup. Raphaël, les ajouts, JJ Watt, tout ça, ça marche. Hein. C'est vraiment. Ouais. Tout, la sauce prend. Effectivement, en plus, comme l'a dit Lucas, ils avaient des absences. Leur coach redonnait Hudson sur la ligne offensive. Et malgré ça, tu vois que le système offensif est suffisamment bien rodé pour que ça marche et est actuellement un des meilleurs parce que quand tu vois sur ce match la capacité qu'ils ont, par exemple, à marquer des touchdowns en red zone sur une 3e et 13, sur une 3e et 19, c'est vraiment une attaque explosive qui peut marquer de n'importe où. Et à l'inverse d'une autre équipe, on pourrait comparer avec les Bills un peu plus tard, mais qui ont eu du mal en red zone, eux, les Cardinals, aucun problème. Donc actuellement, offensivement, vraiment, Kyler Murray est assez incroyable. Hein. Il s'est amélioré dans ses lectures. Moi, je suis assez bluffé par son début de saison. Et comme défensivement, ça tient avec effectivement l'arrivée des vétérans, qu'on a un Jordan Hicks au poste de linebacker qui est enfin débarrassé des blessures, qui aussi performe. Byron Murphy, seconde année, qui est excellent depuis le début de saison. Tous les ingrédients sont là pour être un des vrais prétendants, à mon avis, au titre. Ouais. Je pense qu'on peut le dire maintenant. Ah oui, non, clairement. Et puis si on regarde le calendrier, ils sont à 6-0, ils gagnent 3 fois à l'extérieur, donc à Cleveland, à Los Angeles contre les Rams et chez les Titans. Et on a vu que c'était pas forcément facile d'aller gagner à Tennessee. Ouais. Donc en plus ils sont à 6-0 et puis ils n'ont pas eu un calendrier facile. Non, clairement. Pour Cleveland, c'est beaucoup plus inquiétant. Alors pas tant pour la prestation que pour tout ce qu'il y a aussi à l'infirmerie. On savait que la défense avait du mal à couvrir. Bon, ça on l'a encore vu. Mais en attaque, donc Nick Chubb n'a pas joué. Il était forfait avant le match. Kareem Hunt est touché au mollet. Nouvelle luxation de l'épaule pour Baker Mayfield. J'en oublie sûrement encore certains, mais l'infirmerie, devient très longue. Est-ce que le pire d'ailleurs, c'est pas la ligne offensive? 5 sacs sur Baker Mayfield. Qui était sans les deux tackles titulaires. Sans les deux tackles titulaires, voilà. Non, mais je veux dire, du coup, les blessures font aussi que. Mais ça fragilise l'ensemble, quoi. Oui, ça fragilise l'ensemble. Et du coup, quand c'est fragilisé, on voit peut-être aussi un peu la limite de Baker Mayfield, qui est pareil, un bon quarterback, mais un peu plus en difficulté quand ça coince, pas aidé par son jeu au sol là. Abandonné par sa ligne, mais pas que. Il est saqué 5 fois de mémoire, mais sur les 5 sacs, il y en a 2 où c'est parce qu'il tient le ballon plus de 5 secondes. Donc, il y a un moment, forcément, tes linemen, ils ne sont pas non plus censés tenir la pression adverse pendant ad vitam aeternam. Donc, oui, c'est compliqué pour lui. Il n'a pas ses receveurs préférentiels, on va dire ça comme ça. Bon, clairement, la suite des blessures va un peu conditionner le reste de la saison des Browns, assurément, ouais. Lucas, ça se gâte. Oui, ça se gâte parce qu'il y a en effet beaucoup de blessures. Après, moi, c'est la défense qui me comment dirais-je, pas qui me surprend, mais qui me déçoit. Qui me déçoit parce que c'était quand même censé être une escouade qui était censée être en amélioration par rapport à l'année dernière, qui avait été en progrès et une escouade sur qui, en tout cas, on attendait beaucoup de cette escouade. Et elle est très inconstante, trop inconstante. Ils font des bons matchs, ils maintiennent les Vikings à 7 points.
ce qui n'est pas évident. Et puis là, ça fait 2 semaines qu'ils se font littéralement exploser. Alors oui, en attaque, il y a tous ces problèmes-là et on les connaît. Mais je suis assez déçu par cette défense. Et forcément, du coup, ça, contre des grosses équipes comme ça ne suit pas. Ouais, non, mais ça va être très compliqué pour Cleveland. On enchaîne avec le Titans-Bills. Là, il va y avoir du débat. 34-31 pour les Titans. Les Bills ont tenté d'aller chercher la victoire sur une 4e-1 à 17 secondes de la fin. Josh Allen a été stoppé par la défense des Titans. On voit qu'il glisse un peu d'ailleurs sur l'action. J'ai vu gros débat dans les commentaires du site. Raphaël, bonne décision pour toi. Alors, on rappelle, ils sont menés de 3 points. Donc, ils peuvent frapper le field goal a priori facile parce qu'ils sont assez près et aller en prolongation ou alors tenter de la gagner sur cette 4e-1. Je te laisse défendre ce choix, évidemment. Oui, alors bon, factuellement, ça va paraître comme la mauvaise décision parce que tu perds le match derrière, donc bien sûr. Maintenant, encore une fois, sur le moment, dans le contexte, McDermott est sur une 4-1. La prolongation, grosso modo, c'est une chance sur 2 de remporter. D'après les stats, tu es à peu près sur une chance sur 2 de remporter. Josh Allen, pour la petite stat, depuis son entrée dans la ligue, il est à 13 sur 14 sur les 4-1. Bon, je comprends que McDermott, avec toute une équipe, avec son style agressif, tout ça, ils se disent, c'est un truc que Josh Allen passe dans 90% des cas, j'y vais, quoi. Moi, le choix ne me dérange pas, je le comprends. Bon, voilà, je rajoute quand même que pour le contexte que tu donnes, Derrick Henry est quand même difficile à arrêter depuis le début du match et que si tu vas en prolongation et que tu redonnes le ballon à Derrick Henry, tu as quand même une bonne chance que ça se finisse mal pour toi. Les Bills avaient la 3e défense contre la course avant ce match et pourtant Derrick Henry leur en colle 147 yards, je crois. Donc, ça rajoute au contexte et qui ferait que je dirais que c'est aussi une bonne décision de la tenter. Après, comme tu disais, la décision, le choix du jeu, l'exécution, c'est des choses différentes. Bon, il glisse en plus. Ça, c'est pas le bol. Ça peut arriver sur n'importe quelle action, quoi. Ça aurait pu arriver sur l'action d'avant. Glisser, ça pouvait aussi bien arriver au snapper sur le field goal. Tu vois, je veux dire, ce genre de truc, techniquement. Donc, moi, j'aurais tendance à la défendre aussi. Lucas, est-ce que… Pareil, moi, je la défends aussi. Raph a cité une très bonne stat. J'en avais une autre. Ça fait 24 QB sneak depuis 2018. C'est le quarterback qui en a réussi le plus depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Donc, c'est en effet un jeu qui, normalement, fonctionne. Après, il y a toujours une part de risque parce qu'il y a beaucoup de joueurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'un jeu fonctionne. Maintenant, voilà, il faut le réussir. Après, je trouve que dans ce débat des 4e tentatives, si on prend un peu plus de hauteur, c'est un peu trop binaire. Il fallait la tenter il faut tenter les 4e tentatives, il ne faut pas les tenter. Et on prend en compte quasiment uniquement les statistiques et les pourcentages, mais il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en compte, notamment de la part des coachs. Est-ce qu'on a un jeu qui nous plaît face à cette défense? Est-ce qu'on a quelque chose qu'on a travaillé à l'entraînement et qui va fonctionner face à cette défense? Est-ce qu'on a un joueur qui est très bon depuis le début du match, qui est on fire, comme on peut dire, et qui va nous faire réussir? Ça peut être le quarterback, on avait vu avec Herbert. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et forcément, nous, on les prend peu en compte parce qu'on n'est pas à l'intérieur, on ne connaît pas tout ce genre de choses, mais je pense que c'est un peu plus complexe que quelque chose de binaire les statistiques disent qu'il ne faut pas y aller, les statistiques disent qu'il faut y aller, et puis on choisit notre camp. Bon, a priori, même s'il y a une défaite, ça ne remet pas non plus en cause ce qu'ont fait les Bills ces 4 dernières semaines. Un mot sur les Titans, une interception, 3 sacs. Est-ce que c'est rassurant pour cette défense? On sait que Derrick Henry est fort. D'ailleurs, vous pourriez même me dire que le jeu aérien n'est pas forcément rassurant, puisqu'on en attendait plus. Ils sont très dépendants de Derrick Henry. En attaque, oui. Oui, c'est un euphémisme, Raphaël. Oui, non, effectivement, ils sont trop même dépendants, alors peut-être à leur défaut pour plus tard dans la saison, suivant comment Henry arrive à maintenir ce niveau, mais ouais, le jeu aérien n'arrive pas à retrouver son niveau de l'an dernier, le niveau sous le coordinateur offensif Arthur Smith, ça patine un peu. Il y a Julio Jones qui ressort sur blessure, Taylor Lewan qui se blesse à nouveau. Bon, offensivement, ouais, c'est pas encore ça. Ils n'arrivent pas à retrouver cet équilibre qu'ils avaient les dernières saisons. Donc ça va être problématique. La défense prend quand même 31 points. Alors oui, il y a des big plays, mais ils prennent malgré tout 31 points. C'est pareil, c'est pas encore… Donc, on a eu des défaites encourageantes cette année. J'ai même pas l'impression qu'on soit sur une victoire très encourageante. Ah si, quand même. Enfin, quand même. Si, ça reste encourageant pour le symbole d'aller battre une des meilleures équipes de la ligue. Tout ça, ça reste bon à prendre. Mais je veux dire, je sais pas si personnellement, à la sortie de ce match, j'ai pas l'impression que la défense des Titans a fait un saut qualitatif incroyable. Voilà, je vous trouve dur, messieurs, parce que on était quand même sur une défense qui était vraiment mauvaise. On s'attendait vraiment à ce qu'elle se fasse éclater. Alors certes, elle prend 30 points, un peu plus, 31, mais on parle quand même des Bills en face. Il y a beaucoup de pression qui est mise sur Josh Allen. Ils font une grosse défense en red zone à 2 reprises, je crois, en début de match. Ils le refont
à la fin, il y a du caractère dans cette défense. Et puis après, on parle de trop se reposer sur Derrick Henry, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse trop se reposer sur lui, puisqu'à chaque fois qu'on se repose sur lui, il marque 3 touchdowns, il marque encore un de 75 yards. Enfin, je veux dire, on se repose déjà parfois dans d'autres attaques, et j'ai pas d'exemple en tête, mais beaucoup sur un quarterback. Et on dira jamais quasiment, on se repose trop sur ce quarterback. Là, Henry, on a l'impression, enfin, ça fait des années quand même, c'est plusieurs saisons maintenant. On a un échantillon assez large. Donc, moi, je suis plutôt. Alors, certes, je ne les mets pas comme favori. Si on rejoue le match 10 fois, je ne suis pas sûr qu'ils gagnent 10 fois, mais je suis rassuré par les Titans. On passe aux Lions-Bengals, 34-11 pour les Bengals. Les Bengals qui écrasent une équipe plus faible, ce qui ressemble quand même à une vraie info, à une vraie progression, avec un focus particulier, j'ai envie de dire, presque sur la défense. Trey Hendrickson, 2 sacs de plus, ça lui en fait 6,5 en 6 matchs. 8e défense de la Ligue au moment où on se parle. Je sais qu'ils n'ont pas joué des cadres offensifs en dehors de leur match contre Green Bay, mais 6 matchs sans prendre plus de 25 points dans la NFL actuelle, c'est quand même plutôt notable, Lucas. Oui, c'est notable. Et en effet, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'ils battent, et voire même ils explosent, en tout cas, une équipe qui est moins forte et bien moins forte qu'eux. Ce qui est une rareté, parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps, ils auraient été en difficulté, ils auraient peut-être gagné, ils auraient peut-être perdu, mais en tout cas, ils gagnent ce match, c'est de bon augure, ils se retrouvent dans une division qui va être serrée jusqu'au bout, alors même si les Ravens, mais derrière, ils sont à 3-3, je crois que les Steelers aussi, en tout cas, et les Browns sont à 2-4, quelque chose comme ça. En tout cas, ça va être une belle division, et eux, ils sont dans la course pour l'instant, et après 6 matchs, c'est déjà une très bonne chose pour eux. Raphaël, cette défense, c'est quand même... on savait, Bureau, Chase et tout ça, voilà, on l'a vu depuis quelques semaines. Mais la défense, elle commence quand même à ressembler à quelque chose. Ouais, j'avoue que moi, c'est vraiment une des bonnes surprises de ce début de saison, cette défense des Bengals, parce qu'en dehors à titre personnel, en dehors de DJ Reader sur la ligne défensive et de Jesse Bates dans le backfield défensif, le reste me semblait un peu limite. J'avais énormément de doutes, pareil, sur un Trey Hendrickson qui arrivait à l'intersaison. Chidobe Azoué, leur cornerback aussi. Et au final, c'est des joueurs qui font une très bonne saison. Donc, ça vient rajouter. Du coup, leurs paris à la free agency sont payants. Donc, ça renforce cette défense. Et donc, ouais, c'est une des bonnes surprises. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Hein, mais bon. Clairement, je sais qu'il est souvent critiqué dans ses contrées, mais est-ce que le Zach Taylor au maître avance, progresse? Parce que mine de rien, contrairement à d'autres coachs, il confirme. On parlait de Brian Flores. Ouais, c'est vrai qu'à quelque part, l'équipe semble progresser et on peut pas à certains coachs donner tout le mérite des progressions d'une équipe et à d'autres leur dire non, ils n'ont rien à voir là-dedans. Donc forcément, il a sa part. Donc tant mieux à le confirmer maintenant. Ça fait une saison et demie, mais ouais. Et je rectifie juste, ils sont à 4-2. Oui, et les deux autres équipes derrière eux sont à 3-3. Donc, en effet, il n'y a aucune équipe qui est sous les 50%. Donc, ça fait une division solide. Un mot sur les Lions qui continuent quand même leur saison difficile. Alors, Jared Goff, là, s'est fait vraiment jeter sous le bus. Hein. On est vraiment dans l'officiel. Campbell a dit qu'il fallait qu'il joue mieux, qu'il les aide plus, etc. Bon, il est quand même pas, je vais me faire l'avocat du diable, très aidé. 18 courses pour 36 yards au sol. Ça fait 2 de moyenne, hein, si vous êtes bon en maths. 36 divisé par 18. Ou 18 divisé... Bon, bref, je sais plus dans quel ordre, parce que moi, je suis pas bon en maths. Pas vraiment de receveur non plus. C'est quand même dur de lui en vouloir. Enfin, c'est Jared Goff, quoi. C'est-à-dire qu'on s'attendait à quoi d'autre dans ces conditions-là? Oui. Alors là où je suis d'accord avec toi, c'est que il fallait s'attendre à quoi? Oui. Je suppose que Dan Campbell. Alors je sais pas s'il a été consulté avant ou si le choix s'est imposé à lui, mais en tout cas, il savait très bien que c'était pas Tom Brady qui allait arriver, c'était pas Derek Carr, enfin peu importe. Voilà. Alors en effet, la conférence de presse elle est lunaire. C'est terrible. Il le taille vraiment et c'est même pas à demi-mot. C'est vraiment il est taillé. Nommément quoi. C'est rare. Hein. Donc bon. Après, c'est quand même difficile à voir jouer Jared Goff. Il loupe des lancers qui sont quand même qui doivent faire des first downs, qui doivent faire des touchdowns parfois. Je comprends que ça peut être frustrant. Et d'ailleurs, Sean McVay l'était et on l'avait compris aussi. Franchement, Jared Goff, c'est sa fête depuis 6 mois parce que toutes les confs de presse de Sean McVay à un moment c'était franchement avec Stafford qu'est-ce qu'on s'éclate putain c'était vraiment en sous-texte tout le temps ça et là maintenant c'est son propre coach même celui qui l'a qui se mal payé donc Raphaël je sais pas si tu as un truc à ajouter sur Goff. Non mais comme tu commences presque à avoir un peu pitié en fait pour lui. Je veux dire c'est à ce niveau-là.
Et la semaine prochaine, ils retrouvent les Rams en plus. Colts 31, Texans 3. Est-ce que Carson Wentz est enfin bon ou est-ce que c'est les Texans qu'on attendait finalement depuis le début de la saison? Wentz est à 11/20. C'est pas un énorme match. C'est vraiment 11 passes. C'est les 11 passes les plus rassurantes qu'on ait jamais vues. Ou alors, est-ce que c'est aussi... Moi, j'ai l'impression que c'est surtout parce que tout autour en va mieux. C'est-à-dire qu'il y a 145 yards au sol en seulement 14 courses pour le coup par Jonathan Taylor. T.Y. Hilton qui revient, qui aide, la défense qui fait des choses. Donc, est-ce que Carson Wentz est meilleur parce que l'équipe est meilleure ou est-ce qu'il est vraiment meilleur? Un peu des deux. J'aime bien. Mais vous savez que des fois, j'écris Merlance comme ça en me disant merde, là, ils vont dire un peu des deux. Peut-être le défi la semaine prochaine, c'est d'en faire une sans aucun peu des deux. Mais non, je trouve que cette attaque des Colts, elle commence à avoir de vrais playmakers qui font du bien forcément à un quarterback. Tu parlais de Taylor. Alors oui, c'est que très peu de courses, mais c'est beaucoup de yards. T.Y. Hilton revient. C'est peut-être plus le T.Y. Hilton qu'il était, mais au sein d'un groupe de receveurs où il ne sera pas forcément la première option, il peut faire beaucoup de bien. Michael Pittman, il commence à devenir un petit peu plus solide. Alors oui, il y a encore des blessures, mais Paris Campbell aussi met un super touchdown. Je pense que cette attaque, elle commence à être vraiment complète, et on l'avait vu la semaine dernière face aux Ravens, ils avaient joué 3 quarts temps. Là, ils ont réussi à jouer un match entier face à une défense un peu plus faible. Écoutez, si ça avance, si ça améliore, ça peut faire une belle attaque. Raphaël, rassuré par Carson Wentz? Ouais, alors c'est pareil, ça dépend par rapport à quoi et ce qu'on entend, mais en tout cas, je trouve aussi qu'il a été bon au-delà de ce qu'on lui a demandé de faire sur ce match. Tu dis 11/20, mais de mémoire, il y a quand même 4 drops au moins, donc c'est en plus un peu meilleur que ça. L'an dernier, c'était un joueur qui était en panique dans la poche, qui perdait des ballons, qui n'arrivait plus à se connecter avec personne. Là, mine de rien, depuis 2 matchs notamment, il est serein dans la poche, il ne fait pas d'erreur. Donc déjà, lui a l'air de reprogresser et l'ascendant psychologique qu'a sur lui Frank Reich a l'air bénéfique. Donc voilà, je pense pas que ça ira taper en playoff les autres, mais en tout cas, ça permet à Indianapolis, à mon avis, de se remettre sur les bons rails. Sachez qu'après cette défaite, Houston est à moins 80. J'ai repris ma fiche pour la cacher de Lucas. Vous allez voir pourquoi c'est l'instant quiz. Houston est à moins 80 de différence de points. Pire équipe de la ligue. Qui est derrière? À moins 78. Miami. Ouais. Ils ont pris des roustes. Ouais, moi, je me dis, Miami, c'est la pire équipe de la ligue, monsieur, je vous le dis. Alors, du coup, pourquoi Houston est meilleur? On te laisse finir sur eux. Pourquoi? Parce qu'il y a du caractère. Je trouve qu'il y a. Alors, c'est inconstant, ils font des matchs, ils vont passer complètement à travers. Mais la semaine dernière, par exemple, ce n'était que les Patriots, mais ils sont pas loin de gagner. Alors, Mills n'est pas, mais il n'est pas beaucoup plus mauvais que Tagovailoa, je trouve. Donc voilà, il y a du caractère, il y a autant de talent, aussi peu de talent qu'à Miami. Donc Houston-Miami, je pense que Houston gagne le match. T'imagines si Raphaël, si Lucas était plus souvent sur Twitter, si on fait une décla, Mills c'est à peine moins bon que Tagovailoa, Lucas Vola, 19 octobre. Mais je le suis. C'est buzz. Hein. @lucavola, tout simplement, je le suis. Raphaël, toi, tu ne retrouves pas grand-chose au Texans, si j'ai bien compris. Non, mais du caractère, effectivement. Après, sincèrement, c'est la saison qu'on pensait qui allait arriver aux Texans. Hein. Oui. Donc, je veux dire, zéro surprise là-dessus. Steelers 23, Seahawks 20, TJ Watt à la rescousse, un sac pour arrêter les Dolphins sur la première possession de la prolongation, un fumble forcé pour les arrêter sur la seconde et mettre son attaque en terrain adverse pour gagner. Les Steelers passent, c'est beau, je peux vous le dire, mais c'est pour allumer la lumière. Je me demandais, parce que je voyais Lucas faire des pointes. Je m'interroge sur la même chose parce que moi je suis en train de tomber dans la pénombre là dans 5 minutes. On peut donner des coulisses, mais parce que appartement parisien oblige, Lucas essayait de ne pas faire craquer le parquet. Donc, je disais quoi? Je disais TJ Watt a été exceptionnel, c'est ça. Oui. C'est quand même pas la recette pour aller loin de se baser sur 2 exploits de TJ Watt pour battre les Seahawks sans Russell Wilson. Ça peut être un peu juste, effectivement, au bout d'un moment. Surtout que TJ Watt a été très bon, mais le reste de la défense, par exemple, a eu un peu de mal contre le jeu au sol des Seahawks. Et l'attaque de Pittsburgh, ça progresse pas des masses quand même. Hein. Ça a débuté avec 3 punts. Derrière, il y a un petit coup de chaud. Il n'y a rien en prolongation. Ils ne pourront pas aller loin dans cette division, Lucas, dont on parlait que justement elle est très bonne, que les Bengals montent en puissance, etc. C'est 23 points en 13 séries contre Seattle. C'est pas dingue. Non, c'est pas dingue. Je crois que je me suis noté, Roethlisberger, c'est 4,7 yards par passe. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a des coureurs qui ont une meilleure moyenne. Pardon? Il y a des coureurs qui ont une meilleure moyenne.
Mais non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors oui, il gagne ce match, mais parce qu'il y a cet exploit de TJ Watt et bon, quel joueur par contre TJ Watt. Autant moi, j'ai pas encore appris à voler. C'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler. Lui, j'ai l'impression qu'il vole, même s'il y a toute la ligne offensive sur lui. Il arrive voilà. Il y a beaucoup de bons défenseurs dans la ligue. Il y a très peu de défenseurs qui sont capables de faire gagner des matchs. Parce que littéralement, pour moi, c'est lui qui fait gagner le match dimanche soir. Donc voilà. Après, en parlant de et puis. Si je peux me permettre, en parlant de défenseur de l'autre côté, Jamal Adams qui manque une interception qui est toute faite avec le ballon qui lui tape sur le casque, ça a dû faire plaisir à quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas une très belle image pour lui. Bon, pas très rassurant en effet pour Seattle, pour Pittsburgh, mais pas beaucoup pour Seattle non plus. Geno Smith, c'est quand même trop irrégulier, même s'il est plus solide que par le passé, hein. Mais sous pression, il prend 5 sacs, c'est compliqué pour lui de faire un match complet là-dessus. C'est compliqué, mais du coup, Et effectivement, on voit mal comment Seattle peut s'en sortir sans Russell Wilson. Mais du coup, si je peux me permettre, je suis content parce que ça permet de voir à quel point Russell Wilson porte cette équipe depuis 2-3 ans. Et donc, dans ma course pour un Russell Wilson MVP, je pense que l'an prochain, il va revenir et là, ça va lui tomber dedans, quoi. Raphaël, il se projette toujours dans la course au MVP de Russell Wilson, quel que soit le moment. On enchaîne avec les Giants 11, Rams 38, une petite boucherie. Les Giants ne tenaient pas à grand-chose depuis le début de l'année, mais au moins Daniel Jones jouait bien, pas cette fois, 3 interceptions. Ils ont été massacrés. Est-ce qu'il faut vraiment lui en vouloir ou est-ce qu'il faut regarder une défense qui en prend 38 et qui confirme quand même pas vraiment non plus ces dernières saisons? Est-ce qu'il faut vraiment lui en vouloir? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il a retrouvé peut-être ses anciens démons. On a beaucoup parlé au début de saison de ses pertes de balles. Il avait fait un effort, en tout cas, il les avait réduits drastiquement. Il revient sur ses nombreuses pertes de balles. Je crois que tu as dit 3 interceptions, 2 fumbles, dont 1 perdu. Ça fait beaucoup. Après, ça fait beaucoup. Il n'était pas aidé. Il y a beaucoup de blessures. On l'a dit. Il revient d'une commotion. On ne savait même pas s'il allait jouer. Finalement, il a joué. Lui en vouloir, non, parce qu'il affronte une des meilleures défenses de la ligue. Maintenant, c'est vrai que ça reste des statistiques qui s'accumulent, ça reste une impression visuelle qui n'est pas forcément très bonne et ça reste une attaque du coup et une équipe entière qui n'avance pas. Raphaël, ils prennent quand même plus de 400 yards par match, ils sont à plus de 50 yards de plus que l'an dernier en défense. Oui, non, ils sont complètement perdus au point de laisser penser que l'an dernier était peut-être un peu une anomalie sur cette bonne défense. Enfin là, ils autorisent quasiment 80% de passes complétées, 11 first down. Enfin, ils se font vraiment massacrer dans tous les sens. Il y a rien qui va. Le pass rusher star du côté de New York qu'ils attendent depuis, j'ai envie de dire, Jason Pierre-Paul maintenant, quasiment, n'arrive toujours pas. Le backfield défensif, Bradbury est moins bon que l'an dernier. Bon, c'est compliqué. Après, juste, je ne veux pas enterrer Daniel Jones parce qu'il essaye de faire des progrès. Je pense qu'il n'est pas aidé par son play call offensif, qu'il y a beaucoup d'absence. Mais il y a un moment, ce qui aussi doit le faire passer un palier, un cap en tant que quarterback, c'est d'arrêter de perdre des ballons dès qu'il a de la pression sur lui. Et si à chaque fois qu'il fait un match où il a de la pression, il perd 4 ballons, il n'y arrivera pas. Enfin, En un mot, Raphaël, de l'autre côté, je sais que tu étais un peu inquiet sur Matt Stafford sur les 2 derniers matchs. Est-ce que tu es rassuré par celui-là? Il lance 4 touchdowns, il débarre un peu bizarrement. C'est mieux que les 2 derniers. C'est mieux. C'est mieux. Tiens, un mot sur la défense des Rams quand même. Est-ce que la couverture aérienne est le facteur X? J'ai l'impression que parce que le pass rush et l'avant et de Aaron Donald, c'est toujours là, mais quand il y a la couverture aérienne qu'elle a en plus, ils sont injouables, quoi. Ah oui, c'est sûr que si on ajoute une couverture aérienne à une ligne où il y a Aaron Donald, ça devient incroyable. Après, il faut de la constance, mais je leur fais confiance. Après, tu parlais d'un mot, moi, le mot pour l'attaque, c'est Cooper Kupp. Il y en a 2, mais il est incroyable. Enfin, pour moi, c'est un des 3 meilleurs receveurs de la ligue. Donc c'est très fort. Débat à venir pour un podcast, ça, top 3 des receveurs de la ligue. Eagles 22, Buccaneers 28, c'était le match de jeudi. Victoire assez nette face à des Eagles nettement en dessous. Score serré, mais pas vraiment. Gros match de Leonard Fournette, d'Antonio Brown, Tom Brady toujours aussi solide, tout ça on le savait. Du côté de Philadelphie, est-ce que le coaching offensif devient un problème? C'est un peu la foule à poule souvent avec les jeunes quarterbacks. Est-ce que c'est Jalen Hurts qui est mal utilisé? Est-ce qu'ils l'utilisent mal parce qu'ils ont peur d'eux? On en est où à Philadelphie? Déjà, je trouve qu'à Philadelphie, quand on regarde les statistiques à la fin du match, c'est très trompeur par rapport à ce qui se passe dans le match, je trouve. Ça fait 2 matchs. Alors bon, la semaine dernière, ils ont réussi à gagner le match, mais ça fait 2 matchs que Jalen Hurts fait des statistiques en fin de match. Après, la fin de match fait partie du match, mais je trouve que c'est toujours un petit peu trompeur. Après, j'ai quand même du mal avec le quarterback. Je sais pas si c'est certes l'entraîneur doit pas aider, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas encore vraiment trouvé son rythme de croisière. Il n'a pas trouvé. Ça doit progresser quand même.
Raphaël? Oui, Lucas a tout dit. Je pense que c'est un peu des deux. C'est un peu des deux dans le cas des Eagles. Bon, le seul truc qu'on peut leur reconnaître depuis 2 matchs, c'est d'avoir du caractère et de se battre. Finalement, ils reviennent pas si loin à la fin parce qu'ils se battent, ils essayent de se battre, tu vois. Et la semaine dernière, ils ont eu les Panthers comme ça. Bon, après, est-ce qu'ils ont vraiment progressé offensivement par rapport à l'an dernier? C'est quand même pas flagrant, quoi. On parlera évidemment des Buccaneers, je pense, un peu plus tard dans la saison. Là, on n'a pas appris grand-chose sur eux dans ce match. Bears 14, Packers 24, une autre victoire, pas si large, mais pas si logique. Elle a mis du temps à se dessiner. Il ne faut pas grand-chose pour battre cette équipe des Bears, finalement, puisqu'il y a seulement 277 yards pour Chicago, 174 à la passe pour Justin Fields. Est-ce que cette attaque progresse? Alors, c'est dur en 2 semaines, mais pour l'instant, c'est très, très poussif, Raphaël, Chicago et l'expérience Justin Fields. Oui, c'est poussif. Après, j'ai envie de dire que c'est poussif comme Matt Nagy avec ses quarterbacks depuis qu'il est coach de Chicago. Il y a un moment, là, tu vois, pour le coup, on ne savait pas qui du quarterback ou du coach. Moi, je m'interroge quand même. Trubisky n'était pas bon, Dalton était poussif. Enfin, il y a tellement de quarterbacks poussifs avec Matt Nagy que est-ce qu'il n'a que des mauvais quarterbacks ou est-ce qu'il ne les aide pas? C'est vrai que quand tu changes une des variables de l'équation, souvent, ça apporte une réponse. Voilà, tu vois, il y a un moment, la variable constante, c'est Matt Nagy. Bon, moi, ça m'interroge un peu. Après, bon, Justin Fields, c'est un rookie, quoi. C'est son deuxième titularisation, si je ne dis pas de bêtises. Bon, face aux Packers, qui sont quand même finalistes NFC en titre, enfin, tu vois, moi, je ne m'attendais pas à une explosion non plus. Enfin, je veux dire. Clairement. Lucas, surpris? Non, je suis assez d'accord avec Raph. Après, si on peut dire un tout petit mot sur les Packers, je trouve que c'est une victoire et c'était pas une situation facile parce qu'on s'attend à ce qu'ils gagnent. Et ils vont à Chicago. Alors, on s'attend, c'est une équipe qui est bien plus faible qu'eux, mais mine de rien, qui est pénible, Chicago, qui a fait tomber quelques-unes des autres équipes, qui étaient à 3-2. S'ils gagnent, ils reviennent à égalité, voire même ils passent devant dans la division. Ils reviennent à 3 points, comme tu le disais. Finalement, Green Bay gagne. C'est une victoire qui, dans la saison, va pas ressortir quand on regardera le calendrier, mais au final, qui est pas facile à avoir et qui, je trouve, fait du bien aussi à Green Bay et à Aaron Rodgers qui nous fait un super show quand il marque ce touchdown, qui explique qu'il possède Chicago. Donc, c'était assez sympa. C'est vrai qu'il a été charmant avec les supporters locaux. Bon, encore une fois, il marque le touchdown de la victoire et sur la belle connexion avec Davante Adams. Raphaël, est-ce que j'avance sur le prochain match ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ces Packers dont on reparlera aussi, évidemment? Ouais, bon, on en reparlera plus tard, je pense. On termine avec le Panthers-Vikings, 28 pour les Panthers, 34 pour les Vikings. Les Vikings menaient largement. Sam Darnold et les Panthers ont eu un coup de chaud en fin de match pour égaliser, arracher la prolongation, mais Minnesota l'emporte finalement avec un touchdown sur la première possession de la prolongation. Tout ça pour ça, évidemment. Est-ce que c'est un miracle permanent, en fait, Mike Zimmer qui garde son poste? Parce qu'il a été sauvé par son kicker, je crois, la semaine dernière. Ouais, il est sauvé par la prolongation. Raphaël, lui, il a chaud quand même un peu. Ah, lui, il a très chaud parce qu'objectivement, quand tu regardes des deux côtés du terrain sur le papier, il y a quand même des joueurs de talent des deux côtés. Enfin, la défense est revenue à un niveau correct après une saison dernière très compliquée, notamment, je pense, au front seven, hein, qui est assez bon quand même du côté de Minnesota cette saison. Et en attaque, faire aussi peu avec ce qu'ils ont, moi, c'est quelque chose qui vraiment me laisse dubitatif. Donc, là, ils ont fini par lâcher les chevaux en attaque. Ils font 571 yards. Je crois que c'est leur troisième score de l'histoire. Ouais, de la mais ils mettent une mi-temps quasiment à lâcher les chevaux. Enfin, pendant une mi-temps quasiment, tu as l'impression qu'ils jouent avec le frein et tout d'un coup, Mike Zimmer se dit ok, bon, si je perds contre Carolina, ça commence peut-être à être chaud. Vas-y, Kirk, vas-y, débrouille-toi. Bah ouais, bon. Moi, je suis totalement pour laisser Kirk Cousins faire son truc. Et on est d'accord, Lucas? Ouais. C'est sûr qu'en tout cas, il y a des joueurs. Là, clairement, on parle d'autres entraîneurs. Par exemple, on parlait de Flores. Il a beaucoup moins de talent à disposition. Là, il y a des joueurs. Il y a Dalvin Cook qui revient vraiment en forme. Adam Thielen, Kirk Cousins. Et même en défense, voilà, je suis un petit peu moins convaincu. Mais en effet, il y a quand même des joueurs et il y a du niveau. Donc, c'est vrai que forcément, quand il se passe ça, quand il y a des joueurs et que les résultats ne sont pas forcément incroyables, même s'il gagne, et on a presque tendance à l'oublier, les regards se tournent vers le coach, forcément. Et là, c'est vrai que ça fait plusieurs matchs, peut-être même plusieurs saisons. Il fait partie des coachs qui ont un petit peu chaud aux fesses, en effet. Ouais. Mais en tout cas, ça commence. Mais il se sauve. Les Panthers, eux, enchaînent 3e défaite en 3 matchs sans Christian McCaffrey. 6 interceptions pour Sam Darnold sans Christian McCaffrey. Est-ce que c'est un hasard, Lucas? Non, c'est pas un hasard, on le savait. McCaffrey était le meilleur joueur de l'équipe.
enfin de l'attaque du moins, et je réfléchis rapidement à la défense, mais c'était le meilleur joueur de l'équipe. Donc quand il est out, forcément, la pression retombe sur d'autres épaules, notamment celle de Sam Darnold. Et on a vu déjà depuis quelques années qu'il est dans la ligue que c'est pas forcément ce qui lui sied le mieux. Sam Darnold, pas totalement balancé sous le bus, mais presque. Hein, c'était pas une Jared Goff, mais il a dit l'attaque aérienne n'est pas notre point fort, donc il faut qu'on court plus. Raphaël, est-ce que tu es d'accord avec Matt Rhule? Ah bah difficile de lui donner tort pour le coup. Clairement difficile de lui donner tort. Ouais, après bon du coup moi ça me laisse un peu plus perplexe sur pourquoi être allé chercher Sam Darnold à l'intersaison en fait. Enfin voilà. Il fallait s'assurer au cas où. Parce que objectivement, est-ce que l'attaque est vraiment meilleure avec lui qu'avec Teddy Bridgewater l'an dernier? Oui, c'est kiff-kiff. C'est la même chose, tant qu'il n'y a pas McCaffrey. Tant qu'il n'y a pas McCaffrey, voilà. Alors, bien sûr, on ne va pas leur reprocher d'avoir une dépendance envers McCaffrey, qui est un excellent joueur. Mais il y a un moment, si tu changes de quarterback à la free agency, pour moi, c'est que tu vas passer un cap. Or là, donc c'est un peu une erreur de Matt Rhule quand même. Je ne sais pas s'il l'avoue déjà à demi-mot, mais bon. Oui, ils ont fait un pas de côté à ce niveau-là pour l'instant. Ils se donnent une année de plus pour réfléchir. Voilà pour les matchs de la semaine. On vous rappelle qu'il y en avait 2 de moins, hein, puisque c'était semaine de bye week et j'ai plus les noms des équipes en tête. Les Jets, les 49ers, les Falcons et les Saints. J'ai des forts, ce sera mon top. Je précise au public, parce que je suis témoin, que Lucas n'avait pas de fiche là-dessus. Respect, les 4 équipes au repos. Les tops et les flops, du coup, Lucas, vas-y, à toi l'honneur. Là. J'ai tellement pas de fiche que j'ai même pas de top et flop. On commence par les tops ou les flops? On commence par le top. On commence par le top. Le top, Aaron Rodgers, j'en ai parlé un petit peu. Moi, ça me plaît. Ce sont le genre de choses qui me plaisent. C'est le show, c'est la NFL. J'ai beaucoup parlé dès la première semaine en disant que Aaron Rodgers, je le sentais pas dedans. Là, pour moi, c'est le symbole typique qu'il est dedans. Alors, on peut juste rappeler exactement ce qu'il a fait, parce qu'on y a fait allusion. Oui, alors en fait, il marque ce touchdown dont on a parlé à la course, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément une de ses spécialités, même si on sait qu'il peut courir, en toute fin de match, qui met quasiment ce match hors de portée des Bears. Et on le sait, Aaron Rodgers gagne beaucoup de matchs face à Chicago, voire j'ai pas la stat exacte, mais il gagne beaucoup de matchs face aux Bears. 22-5. Voilà, c'est un petit peu le bourreau. Et en gagnant, il se retourne vers les supporters et les caméras, et on entend qu'il dit en anglais, je vais le traduire en français, mais je vous possède, entre guillemets, qui est une expression un peu typique américaine, qui est difficile à traduire. I own you, j'ai eu du mal dans l'article, je savais vraiment pas. I own you, je sais pas, mais voilà, je suis toujours meilleur que vous, je sais pas comment, voilà, chacun le traduira comme il veut, mais c'est en tout cas un chambrage en bonne et due forme dans la règle, qui était assez sympa, je trouvais. Je sais pas si on pouvait le traduire sur le site par vous êtes mes petites soumises ou quelque chose comme ça, mais. Ça, c'est toi, on te laisse. je savais mais c'est l'idée, hein, c'est l'idée. C'est l'idée. Raphaël, ton top. Et moi, mon top, c'est le cornerback des Cowboys, Trevon Diggs, parce que en tant que spectateur neutre vis-à-vis des Cowboys, ce genre de cornerback, moi, m'éclate totalement. C'est peut-être pas le plus rassurant, c'est pas un cornerback numéro 1 à la Darrelle Revis, un shotgun corner qui va complètement museler le receveur adverse. Mais du coup, en fait, sur chaque snap, avec lui, il peut se passer un truc. Soit il sera dans la couverture, il autorise un touchdown de 60 yards, comme il l'a fait sur Kendrick Bourne. Soit il fait une interception. Voilà, moi, il me fait penser à Marcus Peters, un peu en style de cornerback. Et moi, j'adore regarder ce genre de joueur parce qu'on est là aussi un peu pour ça, quoi, voir des actions. Donc, voilà. Et écoute, moi je reste en défense avec TJ Watt, on en a parlé, c'est exactement ce que tu as dit Lucas tout à l'heure, en fait, moi, c'était un défenseur qui fait la décision, c'est tellement rare. C'est clair, on peut les compter sur les doigts de main. Et puis là, 2 actions coup sur coup, c'est-à-dire que le premier drive, c'est lui le sac qui met le fin, qui les force à punter, et le deuxième drive, c'est lui qui arrache le fumble, et clairement sans lui, il ne gagne pas. Donc vraiment un gros top pour TJ Watt de mon côté. TJ Watt, pardon, de mon côté. Ton flop, Lucas? Le flop, ça sera Dan Campbell, même si je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que Jared Goff, c'est très compliqué. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution de, comme tu le disais, jeter sous le bus. Voilà, c'est quand même quelque chose. Alors oui, ça me fait rire, on entend Raph rigoler, c'est drôle, mais c'est vrai qu'en termes de cohésion d'équipe, en tout cas, je suis curieux de voir comment ça se passe quand ils se retrouvent à l'entraînement le lendemain ou le surlendemain. Après, moi, je me permets d'ajouter, c'est que c'est le contraste avec la semaine dernière qui me frappe. Parce que la semaine dernière, il est en pleurs, il dit on est une équipe, on est vraiment proche et tout ça. Et la semaine d'après, il fait c'est lui. Ouais. Non, mais en plus, il y a un blanc, il y a un silence dans sa conférence de presse où on se dit
ou en tout cas, on se l'imagine en train de se dire, bon, est-ce que je dis tout ce que je pense ou pas? Et je pense qu'il ne dit même pas tout ce qu'il pense, mais il se lâche un peu trop. C'est pour ça que c'est un flop. C'est assez ouf. Ton flop, Raphaël? C'est ça. Moi, mon flop, c'est pas la victoire des Vikings en tant que telle, parce que tant mieux pour eux, mais c'est que du coup, je pense que ça sauve encore un peu la tête de Mike Zimmer et que moi, j'avoue, j'aimerais bien que Minnesota passe à autre chose. Non pas que Mike Zimmer soit un mauvais coach, je pense que c'est un bon coach pour construire une franchise solide, mettre une équipe sur des bons rails. C'est un peu un bâtisseur, j'ai l'impression. Mais à mon avis, il n'a pas ce qu'il faut pour aller à l'étape d'après. Et je pense que vu les joueurs qu'il y a notamment en attaque à Minnesota, il serait temps de peut-être aller un peu de l'avant avec un nouveau coaching staff. Tu sens qu'il peut faire une Jeff Fisher. Tu sais, il y a un mec qui la reprend, ils vont loin en playoff et il donnera des interviews en disant c'est moi qui ai tout construit. Après, là où je suis d'accord avec Raph, c'est qu'il y a des entraîneurs qui sont capables de faire passer une équipe médiocre à bonne, et il y en a d'autres qui sont capables de faire passer bonne à très bonne, et peut-être que Zimmer, c'est pas le cas. Et en parlant de coach, moi en flop, j'ai Brian Flores plus que Tua Tagovailoa, justement, parce que je suis assez déçu par le rendement après pour cette 3e année, et je trouve que ça commence à sentir mauvais pour lui, en effet. Et je ne souhaite pas à Miami d'être dans ces franchises qui sont en éternelle reconstruction. On dirait un peu les Jets avec on a notre franchise quarterback, ah bah non, en fait, non. Et puis le coach, ah bah non, en fait, non plus. Et puis on repart de zéro. Et puis on repart de zéro. Et puis on repart de zéro. Et ça, j'espère pour eux qu'ils ne se rendent pas dans un de ces cycles-là. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 441 du podcast Jeune Actu, messieurs. On remercie tous ceux qui nous écoutent. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Alors, j'ai pas tous ceux qui se sont mis hier soir parce qu'on a mis en vente les swears d'Halloween. Et là, du coup, il y a eu plein de types. Ceux-là, il y aura les remerciements dans la semaine prochaine. Je précise que les sous-verts d'Halloween, ils sont livrés. Je l'ai mis dans l'article, mais je sais que vous êtes des coquins et que vous ne lisez pas tout le temps l'article. Ils sont livrés à partir du 28 octobre. Donc, vous pouvez les prendre maintenant. Il n'y a pas de problème. C'est juste que les envois partent le 28 octobre parce que c'est le jour où je devrais les recevoir de l'imprimerie. Et promis, je les envoie dès que je les ai dans la main. Les enveloppes seront prêtes. Tout ira bien. Mais ils sont superbes. Et je vous précise que Thomas, notre graphiste, peut aussi vous les tatouer, en plus qu'il est tatoueur. Donc, si vous aimez nos sous-verts, vous l'amenez à Thomas. Hop, il vous le fait sur le bras. Il n'y a pas de problème. Donc, merci à Julien Brossillon, à Doudou Jets, à Kroll, à Maxen, à François, à Watanabe et à Jeff Veder pour leur type également. Et encore une fois, il y en aura plein la semaine prochaine, des remerciements. Je vous rappelle aussi que cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots NFL. Il y a des casquettes NFL aussi d'ailleurs. C'est chez JD Sport que ça se passe. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Lucas, pour ton accueil. Merci, messieurs, c'était un plaisir. Je retrouve la vie parisienne. C'est toujours aussi chaud les soirées et tout. C'est bon. Moi, je dis ça, j'ai rencard avec Lionel Messi ce soir. Hein, donc, voilà, pas avec la nouvelle femme célibataire de Mauro Icardi. Non, désolé, je ne connais pas. Moi, j'y vais en spectateur, hein, je précise, avant qu'il y ait des gens qui m'insultent sur Twitter. Je ne suis pas un supporter farouche du PSG. Et en plus, j'ai cru comprendre que je ne suis pas forcément en terrain ami parce que Lucas, il n'est pas forcément supporter du PSG. Disons qu'on va être un petit peu allemand ce soir. Voilà. Carrément. Alors, je crois qu'en plus, j'y vais avec un supporter de l'OM. Donc, tu vois, comme quoi, il sera peut-être allemand à côté de moi aussi. Bon, allez, trêve de bavardage. Merci beaucoup de nous suivre. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @TDActu, Facebook, @TDActu, Instagram, @JeunActu en entier, @Lucas Vola. Pas du tout. C'était le piège. Tu l'as dit. Oui, je l'ai dit parce qu'on parlait de complaintes. En plus, j'ai un accès direct sur tes fiches. Je vois qu'il y a écrit encore Raoul VDG. Alors, c'est parce que je suis une feignasse et que je retape jamais la fin des fiches. Mais voilà, si vous avez des complaintes, n'hésitez pas. Raoul VDG, Raoul VDG, il n'y a pas de souci. Sur ma fiche, pour que les gens puissent la dater, hein, il y a Raphaël, Raoul et Camille. Donc, ça fait des fiches qui sont quand même un peu old school, mais je ne mets à jour que la partie remerciement Tipeee et le numéro de l'épisode parce que sinon je l'oublie tout le temps. Donc voilà, Raphaël @Raphaël_TDA, @Talamati.moi-même et @Elvola pour Lucas. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et petit jingle, oui, j'ai dit, je mets un peu plus de temps à les lancer aujourd'hui. Voilà, on l'entend. Tout va bien, c'est nickel. Merci beaucoup tout le monde. On se retrouve jeudi pour la preview des matchs du week-end, dimanche pour le fauteuil. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on